dernière journée expérimentée shamatha. Voilà, le cycle de 4 journées se termine aujourd'hui. On va faire un petit rappel de ce qu'on a couvert jusque-là. Donc, le thème, c'est shamatha. Shamatha, c'est demeurer calme. Demeurer calme, c'est le travail de la concentration. On a vu qu'il y avait 2 types de méditation présentés dans le bouddhisme. La première, méditation analytique, ou un autre terme pour analytique. C'est pas tout à fait synonyme. Non, parce qu'il y a un vipassana qui n'est pas analytique aussi. Méditation de C'est pas de placement, c'est l'autre. discernement. Voilà. Je préfère ça à méditation analytique parce que parfois on peut méditer sur le souffle et en fait si on essaie de comprendre le souffle sans utiliser vraiment d'analyse dans le sens où on l'entend, ça reste quand même une méditation analytique ou une méditation de discernement parce que l'esprit va venir brosser les parties du souffle. Et le deuxième type de méditation, c'est... Alors ça, c'est quoi le but? Méditation de placement. C'est concentration en un point. Donc c'est ce type de méditation qu'on essaie de comprendre et de savoir comment on peut le développer dans l'esprit, sachant que à quoi ça sert, pourquoi on le fait. Connaître son esprit, oui. Pouvoir se concentrer, que l'esprit ne parte pas dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est le travail de la concentration. Et pourquoi on a besoin de concentration? Sans concentration, on ne peut pas avoir de discernement. On peut en avoir, mais qui est moins clair. Moins. Pour le calme. Mais dans le bouddhisme, pourquoi c'est présenté comme étant fondamental la méditation de placement? Réduire les perturbations mentales. Oui, alors si on est très concentré, il y a beaucoup moins de place pour les perturbations, les poisons de l'esprit, les choses qui sont automatiques, le ronron, la rumination. Mais ce n'est pas uniquement pour ça que ça a été présenté comme fondamental, la méditation de placement. Pour atteindre la paix intérieure. Ah, oui, mais ça sert à quoi d'atteindre la paix intérieure? Pourquoi on veut atteindre la... C'est pour avoir l'esprit souple. Ok. Souvenez-vous, qu'est-ce que sont les 2 ingrédients de la méditation de placement, de la concentration? Quels sont les 2 ingrédients qu'on doit développer dans l'esprit? La stabilité et la clarté. Donc une intense stabilité mentale, c'est-à-dire qu'on reste très longtemps sur notre objet de méditation, et deuxièmement, une intense clarté mentale, une forme de vigueur, d'intensité, on voit clair. Et pourquoi ça c'est important d'avoir ces 2 facteurs dans l'esprit? Pour avoir une vision claire, Oui, c'est assez proche, oui, pour avoir une vision claire. Ok, là on va revenir un peu, ça c'est une question importante quand même. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on vient passer la journée? Souvenez-vous de... À quoi ça sert la méditation? Oui, ça peut aider à ça. à se familiariser avec notre esprit. Se familiariser avec notre esprit, oui. Pas. J'ai eu une oreille de chaque côté. À se libérer de ce qui nous fait souffrir, oui. Et quelle est la différence entre la méditation et juste la réflexion? La réflexion, c'est théorique, et la méditation, c'est sensoriel, on reste par le dans vie. ce qui se passe en nous. Est-ce que la réflexion, c'est toujours théorique?
Quand on réfléchit, est-ce qu'on a des moments où on a quelque chose où... Enfin, la plupart des gens ont des bouleversements dans l'esprit qui viennent de la réflexion aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne méditent pas et qui, simplement par la réflexion, arrivent à transformer des aspects de leur existence, par exemple. Une compréhension superficielle, alors qu'il y a la méditation qui permet de comprendre des choses de manière beaucoup plus intérieure. Et alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la méditation, c'est quelque chose de plus que la simple réflexion alors? La différence, là, c'est la familiarisation, c'est-à-dire qu'on Ouais. reste avec, on transforme notre esprit, on ne fait pas que Ouais. constater des choses. En fait. Donc familiarisation nécessite stabilisation. C'est une chose de réfléchir et tout à coup d'avoir un waouh. Ce waouh, il a duré peut-être 5 secondes. Parfois, il est suffisant à nous dire ok, ça plus jamais. Ça, c'est irréversible, terminé. Mais ça reste quand même quelque chose qui demeure dans notre esprit 5 secondes. La méditation, c'est une fois qu'on a généré quelque chose par le pouvoir de la réflexion, on va l'étendre, on va demeurer avec cette chose-là, avec à la fois beaucoup plus de stabilité que ce qu'on connaît dans la vie de tous les jours et beaucoup plus de clarté. Donc évidemment que ce waouh, il va devenir exponentiel dans l'esprit. Et donc le résultat de cette chose sur laquelle on est venu réfléchir, elle va être beaucoup plus transformatrice. Donc un des bienfaits, c'est une accélération de la transformation intérieure, en fait. En lien avec des choses qu'on a identifiées comme étant potentiellement malencontreuses pour nous, qui génèrent peut-être de la souffrance pour nous, comme l'hostilité, l'avidité, et de venir remplacer ces mouvements de l'esprit par leur opposé, à travers le contentement, à travers la bienveillance, à travers la compassion, à travers la sagesse. En fait, on vient remplacer des mouvements de l'esprit par d'autres mouvements de l'esprit. Et pour ce faire, pour remplacer une habitude par une autre, on a besoin de concentration. Parce que si on n'a absolument pas de concentration, à l'inverse, on a beaucoup de distractions. Et si on a beaucoup de distractions, ce n'est pas vraiment nous qui choisissons, c'est nos habitudes. Et avec tout ce que ça peut générer de malencontreux, stress, anxiété, dire des choses qu'on regrette, on ne dort pas bien. Bon, ça, c'est dans les choses qu'on peut observer, nous, dans notre vie de tous les jours. Donc, la méditation, c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus loin que la seule réflexion, de créer des expériences profondes. On ne veut pas juste simplement comprendre superficiellement. On ne veut même pas seulement comprendre intensément pendant la durée de quelques secondes où on est en train de réfléchir à quelque chose. On veut installer quelque chose en nous. Et pour l'installer, il va falloir développer ces deux facteurs de stabilité et de clarté mentale. Stabilité, où on va pouvoir demeurer avec cette chose-là, et intensité, où on va pouvoir la voir avec beaucoup plus de clarté. Et la conjonction de ces deux facteurs dans l'esprit va faire que tout ce qu'on va considérer avec notre esprit va être beaucoup plus brillant, transformateur. Bonjour. Donc, pour ça, on a besoin de la méditation et pour ça, on a besoin de travailler notre esprit à faire en sorte qu'il puisse se focaliser sur un objet de méditation. Parce que si on habitue l'esprit à se focaliser sur le souffle, après, on peut beaucoup plus facilement focaliser l'esprit sur la compassion, sur des états d'esprit qu'on voudrait développer, sur des aspects de notre existence, sur la sagesse. Donc on commence par le souffle parce que c'est quelque chose qui est assez manifeste, qui est toujours là, et on peut se focaliser beaucoup plus facilement que si je vous disais tout de suite on se focalise sur l'impermanence par exemple. Allez, c'est parti. 10h du mat, un samedi matin, hop, 20 minutes d'impermanence. Donc on a vu que pour méditer sur quelque chose, il faut en déterminer le sens. Au-delà des mots, il faut venir toucher ce qu'est cette chose-là, à travers l'expérience de l'impermanence ou l'expérience de
la bienveillance. Si je vous dis maintenant, ayons de l'amour pour tous les êtres, on va faire 20 minutes maintenant. Ayez de l'amour pour tous les êtres. Offrez votre amour. Peut-être que certains vont y arriver. Peut-être d'autres vont avoir un peu de mal de générer quelque chose comme ça. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pas forcément aisé de se lancer tout de suite dans la méditation si on n'a pas préalablement découvert ce que c'était que l'objet de méditation. Ici, en l'occurrence, la bienveillance. C'est pour ça que, souvenez-vous, on a cette recette qui a été systématisée des 3 sagesses. La première, c'est qu'on écoute, où on entre en contact avec un contenu, à travers des livres, à travers des enseignements, à travers la sagesse qui est acquise de nos parents, par exemple. Ça, c'est une forme de transmission. Et puis, sur cette base-là, on vient réfléchir pour commencer à comprendre le sens de ce qu'il faut générer en nous. Et ensuite, on va venir se familiariser. La méditation, c'est toute la technique qui vient se familiariser sur quelque chose qui a déjà été rendu certain par la réflexion. On ne vient pas méditer sur quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est impossible. La méditation, c'est la dernière étape dans l'acquisition d'un savoir. C'est celle qui est la plus brillante et la plus stable, mais elle nécessite les 2 autres. De rentrer en contact avec une certaine forme de connaissance, d'où qu'elle puisse venir, ensuite de réfléchir, d'étudier, de comprendre, de mâcher ces choses à l'intérieur de nous, et ensuite de venir méditer dessus. Et il n'y a pas d'exception, tous les objets de méditation fonctionnent de la même manière, même le souffle. Donc la méditation, c'est ce qui vient. Alors en plus, il y a les bienfaits de shamatha. Les bienfaits de shamatha de la méditation de calme mental, c'est quoi? Souvenez-vous, les 5 bienfaits qui sont traités dans le texte qu'on étudie en ce moment. Réduire les perturbations mentales, réduire les pensées. Alors réduire les perturbations mentales. Donc perturbation mentale, ça recouvre l'anxiété, le découragement, le désespoir, l'avidité, le ressentiment, la jalousie, etc., etc. Donc ça, bien évidemment, si on est concentré, on a beaucoup moins de place pour le surgissement dans l'esprit de choses qui sont automatiques et qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas être à la fois totalement concentré, totalement distrait. On ne peut pas être à la fois en contrôle de son esprit et en pilote automatique. C'est pas possible. Les 2 sont contradictoires. Ok. Ensuite, d'autres bienfaits. Le premier, c'est une grande proposition, à nous de voir si elle est vraie ou pas, c'est le bonheur dans cette vie. Et c'est un bonheur qui est à la fois exprimé dans le corps et dans l'esprit. C'est pour ça que souvent on traduit shamatha par calme mental, mais ce n'est pas très juste, parce que ce n'est pas simplement dans l'esprit que le calme est présent. Quand on développe la concentration, c'est également dans le corps qu'on ressent une aisance. Et on va en parler aujourd'hui, j'espère, de ce que c'est que la souplesse mentale et physique. C'est-à-dire cette capacité de l'esprit et du corps comme s'ils étaient complètement disponibles, complètement utilisables à merci, une forme de légèreté. Et donc quand on développe et qu'on cultive le calme mental, on ressent un bien-être physique à travers des sensations très plaisantes dans le corps. On n'a pas cette lourdeur de dire « Oh, il faut méditer encore ». Ok, alors on va faire méditer le souffle, j'en peux plus du souffle. Est-ce qu'il va changer, François, aujourd'hui? Est-ce qu'il va parler peut-être un petit peu des visualisations, des trucs un peu lumineux, qui clignotent? Ça, c'est une forme d'inverse de souplesse. C'est une forme de léthargie, ça. Donc la proposition, c'est que quand on maîtrise son esprit, on est heureux tout simplement, dans le corps et dans l'esprit. Parce qu'on ne peut pas être en colère et heureux, ça c'est évident. On ne peut pas être dans l'hostilité, dans le ressentiment et être heureux. Donc quand on vient maîtriser son esprit, tout simplement on est heureux. Et ça se ressent à la fois dans l'esprit, et comme l'esprit corrélé au corps à travers
les énergies subtiles à l'intérieur des canaux, comme c'est présenté dans la médecine tibétaine par exemple, eh bien, quand on travaille la concentration, on vient équilibrer les énergies à l'intérieur du corps qui sont responsables de la douleur, de l'inconfort. Et c'est pour ça qu'à mesure qu'on développe shamatha, on peut rester assis même pendant plus en plus longtemps sans ressentir d'inconfort. Ok, on les a vus, hein, mais je les revois rapidement, les qualités. On peut diriger notre esprit sur quelque objet que ce soit. Notre esprit est disponible. On veut penser à quelque chose, on n'est pas en train de se dire « Oh, qu'est-ce que je... » On n'est pas en train de tirer son esprit comme un boulet. Ça, c'est le deuxième bienfait. Troisième bienfait, perturbation mentale, ces choses qui créent en nous de l'inconfort, de l'insatisfaction, de l'insatiabilité, ces choses-là, elles diminuent dans l'esprit. Quatrième, ce qu'on fait est puissant. Si on a dans l'esprit une grande clarté, une grande stabilité, les choses sur lesquelles on va porter notre esprit, elles vont résonner en nous puissamment. Et enfin, le dernier, c'est que sur cette base, on peut comprendre la nature de la réalité avec beaucoup plus d'intensité. Ça, c'est les 5 bienfaits qui ne sont pas simplement voués à rester sur le papier, c'est des choses qui doivent nous motiver. On doit se dire, est-ce que c'est possible? Comment ce serait si j'avais plus de paix? Donc ça, je vous invite à revoir le contenu de la première journée, parce que c'est ce qu'on avait vu, comment générer l'enthousiasme, qui est la première cause à la concentration. Si on n'a pas envie de méditer, ça va être compliqué. Il faut qu'on arrive à générer de l'envie joyeuse, de se mettre sur un coussin et de porter attention au souffle. Si on commence la méditation en se disant « c'est chiant le souffle », c'est que peut-être il ne faut pas méditer. C'est peut-être il faut se dire « mais pourquoi c'est important? Est-ce que mon but c'est juste rester avec le souffle parce que le souffle il est passionnant? Non, je reste avec le souffle parce que le souffle c'est le moyen de contrôler mon esprit, d'être en paix avec moi-même, de générer des choses bénéfiques pour moi et pour les autres. C'est un médium, c'est une plateforme, un support pour développer d'autres choses, le souffle. Le premier pouvoir, dans le fichier que je vous ai donné, premier problème à la concentration, le manque d'enthousiasme pour la concentration. Si on n'arrive pas à rétablir une forme d'enthousiasme pour la concentration, ça va être très difficile de méditer. Parce qu'à côté de ça, on va avoir des choses dans l'esprit qui vont être bien plus intéressantes, qu'on va naturellement choisir. Le prochain film, les élections demain, le beau temps, les petites terrasses de Paris. Ça, par rapport au souffle, je veux dire, l'esprit va naturellement aller vers le plus attractif. Il faut que le souffle et la méditation deviennent attractifs. Et pour ça, il faut se motiver. C'est hyper important, la motivation. Donc on a vu la recette de cette motivation que je trouve magnifique et applicable pour tous les aspects de notre existence. Comment se motiver à quelque chose? Déjà, on voit les bienfaits. Ensuite, on commence à s'y aspirer. Et ensuite seulement, on a l'effort joyeux. Ok, donc on va commencer par un peu de méditation. Ah, j'ai pas ma montre, tant pis. Petit rappel, on a 4 sessions aujourd'hui, 10h, 11h10, 11h40, midi 50, 14h20, je ne sais plus après, je verrai tout à l'heure. Alors je vous invite à prendre une position confortable. On va déjà rentrer en contact avec le souffle à travers ce qu'on appelle une forme de réflexion. Vous allez vous dire, bon, je ne sais pas trop à quoi je réfléchis, là je suis simplement en contact avec le souffle. Mais c'est pour bien comprendre que la méditation de placement, c'est une méditation qui n'est plus analytique,
qui est plus dans le discernement. On va voir la différence entre les deux. Hein. Donc là, on n'est pas encore dans la méditation, dans ce qu'on va faire maintenant. Vous rentrez simplement en contact avec le souffle. Qu'est-ce que c'est le souffle? Posez-vous la question. Ben, le souffle, c'est l'action d'inhaler de l'air parce que le corps a besoin de respirer, on a besoin d'absorber de l'air. Donc le souffle, c'est l'activité physique qui permet ça. Et pour ce faire, on a besoin soit d'abaisser le diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration, et quand ce diaphragme il s'abaisse, eh bien, il vient pousser la cavité abdominale, les organes à l'intérieur de la cavité abdominale, et on a l'impression que l'abdomen se gonfle. En fait, c'est la compression du foie, de l'estomac, des intestins, par le diaphragme. Essayez de percevoir ce mouvement du diaphragme. Et le diaphragme, il est comme un parachute, il a cette forme-là. Et quand il se contracte, il vient s'abaisser. La contraction, elle se fait pour l'inspire, elle ne se fait pas pendant l'expire, principalement. On contracte le diaphragme pendant l'inspire. Ça vient augmenter l'espace dans la cavité thoracique, créant une dépression et permettant à l'air extérieur de pénétrer dans les poumons. C'est comme les vases communicantes. Moins il y a de pression dans les poumons, plus on absorbe de l'air. Et pour l'expiration, on vient relâcher le diaphragme qui remonte, générant une pression dans la cavité thoracique supérieure à la pression de l'air ambiant, et l'air est expulsé par nos narines. Et il y a d'autres muscles également qui sont impliqués dans la respiration, les muscles intravertébraux, pas intravertébraux, intercostaux, pardon. Ceux-là, ils n'ont pas trop d'activité sur la respiration. Et parfois, c'est quand on fait du sport, on a l'impression que le torse s'élève un peu. Ça vient aussi augmenter le volume de la cavité thoracique et permettre à l'air de pénétrer dans le corps. Mais dans la méditation, c'est peut-être moins celui qui est prédominant, mais essayez de voir quand même si, quand vous inspirez et expirez, vous avez votre torse qui se lève très légèrement ou pas.
Et comment perçoit-on le souffle? Parce que l'air, on ne le voit pas. Eh bien, on perçoit le souffle à travers les sensations tactiles autour de l'abdomen, mais également sur le côté. Vous pouvez même essayer de sentir, est-ce que je sens un gonflement à l'arrière de mon abdomen, au niveau du dos? Est-ce que je sens que ma peau vient pousser sur le tissu de mes habits, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on perçoit le souffle avec des sensations tactiles? Posez-vous la question. Qu'en est-il de l'intérieur de nos narines, par exemple? Est-ce qu'on perçoit un peu plus de chaleur quand on expire, un peu plus de fraîcheur quand on inspire? Parce que ça, c'est un moyen de savoir qu'on respire aussi. Si on n'était conscient ni du souffle, ni des sensations tactiles, si on n'entendait plus, si on avait tous les sens coupés, comment est-ce qu'on saurait vraiment qu'on respire? Est-ce qu'on entend notre souffle? Parce que c'est aussi un moyen de savoir qu'on respire, de maintenir contact avec le souffle. Est-ce qu'on peut percevoir maintenant des sensations tactiles et entendre le souffle en même temps? Bah oui, on peut avoir une espèce de mélange. Je perçois le souffle à travers même peut-être mes yeux quand j'ai les yeux ouverts. Si je médite les yeux ouverts, je peux voir que je regarde un peu plus haut quand j'inspire. J'ai ma tête qui se soulève un peu. Et en même temps, j'entends mon souffle et en même temps, je le sens au niveau de l'abdomen.
eh bien on peut se dire ça, c'est le souffle. Ok. J'en ai une vision un peu plus claire maintenant. Et on aurait pu transposer ça par tous les objets de méditation qu'on va essayer de rendre certains. D'abord, on a peut-être de la bienveillance, une idée assez vague, et puis par la réflexion, on finit par se dire, ok, ah ouais, c'est bon, je sais ce que c'est, j'en ai un avant-goût. Et de la même manière avec le souffle, je peux me dire, ah ouais, je sais ce que c'est. Je suis en contact avec lui. Alors, ce qu'on vient de faire, est-ce que c'est de la méditation? Concentration. C'est une sorte de méditation analytique, non On apprivoise les souffles, donc c'est pas en méditation. Non. Pourtant, j'étais assis, moi, sur un coussin, Oui, oui, je sais. Les yeux fermés. les yeux fermés. Non, c'est pas la méditation, ça? Plus pour moi. Plus pour toi. Qui pense que c'est la méditation? C'est l'entrée en matière. Maintenant qu'ils ont entendu ça, ils se disent, oh, je vais peut-être pas lever la main quand même, hein. En ligne, est-ce que vous pensez que c'est de la méditation, ce qu'on vient de faire? Non. Oui. Ah, C'est pas une sorte de discernement, donc on essaie d'analyser les composantes. alors l'ingrédient de la méditation, il faut que l'objet soit, on soit certain de l'objet. Et de deux, qu'il y ait suffisamment d'attention. Là, si on essaie de comprendre l'objet, qu'il n'est pas encore complètement certain, parce que parfois on entend, oui, la respiration, il faut la mettre là, parfois il faut se focaliser ici, et puis parfois on n'est pas très clair, on se dit, parfois on passe de là à là, mais en fait on a un sens de... Je ne sais pas si c'est très clair ce que je fais. Je passe de l'un à l'autre, mais qu'est-ce que c'est vraiment la respiration? Est-ce que c'est là? Est-ce que je dois le faire là? Donc quand on n'a pas dessiné le périmètre vraiment de notre objet de méditation, on ne peut pas dire qu'on l'a trouvé. Donc là, l'objet de méditation, c'est la respiration où qu'elle apparaisse en fait. Pas déterminée dans un endroit. On pourrait faire la méditation sur le souffle où on perçoit que les sensations autour du nombril. Mais ce n'est pas cette méditation-là. Nous, c'est vraiment... Est-ce que vous êtes conscient de respirer là? Prenez juste un instant. Comment vous le savez? Avec tout ce qu'on a touché. Ouais. On le sait de multiples manières qu'on respire. Et puis même si j'étais comme ça, bah oui, je respire. Je suis obligé de voir autre chose que la respiration pour savoir que je respire. Parce que ça, c'est pas la respiration, hein. Mais parce que ça bouge, je sais que c'est la respiration. Parce que j'entends, je sais que je respire. Parce que je sens, je sais que je respire. C'est plein de choses qui font qu'on peut savoir qu'on est en contact avec le souffle. Mais si on n'a pas vraiment d'attention et pas de vigilance, ce n'est pas vraiment une méditation ce qu'on fait là. Et une fois qu'on a trouvé l'objet, maintenant on va essayer de rester avec lui et d'employer l'ingrédient principal de la concentration, qui est le fait de ne pas oublier l'objet, qu'on traduit parfois par mémoire, par remémoration ou par pleine conscience. En fait, c'est simplement de ne pas oublier l'objet de méditation.
Parce que là, en fait, on peut rentrer en contact avec le souffle, mais on pense un peu à autre chose. On ne fait pas un effort particulier de rester avec le souffle, en ce sens qu'on est exclusivement avec le souffle, et en périphérie, on vient essayer de voir si on est distrait ou pas. Souvenez-vous, les deux pouvoirs de... Ceux qui font la première journée, peut-être que vous avez été un petit peu... je vais essayer de revoir, parce que c'est bon pour tout le monde, mais on a déjà quand même brossé pas mal des détails de la méthode. J'espère que vous n'allez pas être complètement submergé par les infos. Mais on a vu qu'il y a au moment où on commence à méditer, il y a deux pouvoirs de l'esprit qui sont super importants. C'est pas oublier l'objet de méditation, pas oublier le souffle. Mais en périphérie, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que je fais des distractions qui traversent mon esprit? Est-ce que parce que je suis complètement avec le souffle, les distractions elles vont disparaître, mais il ne faut absolument pas que je m'en occupe? Ça, c'est une possibilité. Ou la possibilité, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose avec ces trucs-là. Toutes les pensées qui me viennent, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce qu'on s'en occupe ou est-ce qu'on s'en occupe pas? On s'en occupe. Comment on s'en occupe? On peut les observer, les étiqueter. Se remémorer ce qui nous fait sortir Ouais. de la méditation. Est-ce qu'il faut lutter contre? Non? Est-ce qu'il faut les attendre avec... Est-ce qu'il faut les juger? Est-ce qu'il faut les reconnaître? Ok. Et comment on les reconnaît? Parce que moi, quand je suis complètement distrait, je ne reconnais rien parce que je suis complètement distrait. Donc, bah oui. Là, je suis en train de méditer sur le souffle. Tout à coup, j'ai cette petite tartelette au citron. Il y avait un petit truc vert en plus dessus. Je ne sais pas ce que c'était, mais quand c'était sous la langue, ça avait un goût de basilic peut-être. À ce moment-là, là, j'ai aucune espèce d'intelligence de François, tu devrais être en train de méditer. Là, c'est complètement parti. Donc, je ne peux pas traiter cette chose-là puisque je suis complètement parti. Qu'est-ce que je fais? Bah oui, mais quand je reviens au souffle, je suis déjà plus distrait. Donc, en fait, je n'ai plus à m'en occuper puisque déjà, de toute façon, c'est parti. Il faut garder la photo de ce qui nous fait sortir. Oui. La prochaine fois, on dise ah ça m'a fait sortir. Voilà, ça c'est un point important. En fait, il faut habituer l'esprit à savoir le contenu de ce à quoi on pense. Et pour ça, il faut se souvenir. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à se souvenir des pensées, des distractions qu'on a, pour rendre possible que la fois prochaine, on se réveille du film un peu plus tôt. La tartelette au citron avec les... Et il y a un moment, les distractions, elles vont coexister avec l'objet de méditation. C'est-à-dire, c'est des distractions qui ne sont plus des distractions qui nous extraient complètement de ce qu'on doit faire, mais elles coexistent. C'est-à-dire que je suis en train de méditer avec le souffle et j'ai quand même la petite tartelette au citron qui vient, mais elle a perdu de sa force à totalement m'extraire du support de méditation. Elle est là, mais bon, ok, elle est là. Et il y a un moment, on va essayer de percevoir le moment où l'esprit prend la tangente. Il commence à avoir un début d'excitation, mais la tartelette au citron, elle n'est même pas apparue encore. Ça, c'est vraiment quand on parfait la pratique. On arrive à rester avec l'objet et capter le moment où l'esprit est sur le point de prendre la tangente. Et pour ça, il faut commencer par le début, il faut commencer par les grosses distractions, les distractions qui nous extraient complètement de l'objet de méditation. Et il faut accepter toutes les autres, parce que les autres, de toute façon, elles disparaissent très tard dans la pratique. Ça, c'est un des points essentiels de la technique de la méditation de placement. Si on pense qu'il faut simplement se focaliser, on ne pourra jamais demeurer avec l'objet sans avoir de distraction grossière. Distraction grossière, c'est des distractions qui nous font complètement sortir. Où on a l'impression de revenir sur le souffle. Ah oui, non mais... François, t'es... Ok, le souffle. Ça, c'est la distraction grossière. Et c'est les premières choses qu'on doit essayer de dépasser. Et pour le dépasser, il ne faut pas ni ne pas du tout les reconnaître, ni lutter contre.
C'est les deux extrêmes. Entre les deux, il y a la reconnaissance par le souvenir, c'est-à-dire qu'en fait, on reste en contact avec le souffle. Et quand je reviens d'un petit film comme ça, ben je reste avec le souffle, mais je me dis, qu'est-ce que c'était? Je fais une capture d'image. Qu'est-ce que je viens d'avoir là? Qu'est-ce que c'est? Pour essayer de planter dans l'esprit la graine pour que la fois prochaine, je me réveille un peu plus tôt. Ça fonctionne comme ça. Et ça c'est comment on vient mettre en place dans l'esprit à la fois la pleine conscience qui n'oublie pas le souffle et la vigilance qui commence à regarder en périphérie. L'équivalent, c'est la pleine conscience, c'est la route devant moi quand je conduis, la vigilance, c'est les rétros. Un bon conducteur, il doit être capable de faire les deux. Mais je ne passe pas mon temps à regarder dans les rétros. Si je suis à 130 sur l'autoroute et que je regarde quand dans les rétros, je vais avoir un souci. Il faut que l'activité principale, ce soit le souffle et en périphérie uniquement, de regarder les distractions. C'est-à-dire que l'activité, encore une fois, qui prend le plus de temps, d'énergie, qui est prioritaire, c'est rester en contact avec le souffle. Et en périphérie, commencer à éveiller la reconnaissance du contenu de notre esprit. Et ça, c'est un entraînement qui demande du temps, parce que ça nécessite d'observer tout ce qui nous passe par l'esprit. Et il y a plein de choses qui vont être impérieuses dans notre esprit, qu'il va falloir laisser passer. Et ça fait partie de la méditation que de laisser passer ces choses-là, parce que ce sont juste des pensées en fait. Si on s'identifie, on les solidifie, et plus on les solidifie, plus il est difficile de les reconnaître pour ce qu'elles sont et de les laisser passer. Et il y a un moment, elles perdent complètement de leur force. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ensuite s'en servir, mais en tout cas, pendant le temps de la méditation, on apprend à observer ses pensées, à les laisser passer. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est reconnaître une distraction pour une distraction et de revenir au souffle. Alors, évidemment qu'on va reconnaître des choses qu'on avait l'impression de ne pas avoir dans notre esprit. Mais ça fait partie du travail d'équilibrage de l'esprit que d'être en conscience avec ce que notre esprit produit tout simplement. Et ça, c'est pas toujours très facile. Mais c'est aussi un des meilleurs diagnostics qu'on peut faire sur qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans ma vie, qu'est-ce qui doit être prioritaire, parce que là, on est en contact avec la radiographie de l'esprit. Là. On est au plus près de ce qui est le cœur, peut-être, de certains de nos problèmes. Un psychologue, il ne peut entrer à l'intérieur de notre esprit que par le biais de notre corps et de notre parole. Il n'est pas clairvoyant, il n'a pas un accès direct à notre esprit. Et comme la restitution de notre monde intérieur pour un psychologue se fait à travers la parole, il peut y avoir une restitution imparfaite entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on dit. Donc il y a évidemment que la psychologie est importante, c'est pas du tout le sujet de le remettre en question, mais là, quand on est en contact direct avec l'esprit, on est vraiment en contact direct avec certains des problèmes, et c'est pas que des problèmes, on rencontre des choses merveilleuses aussi, hein, quand on médite sur l'esprit, on rencontre tous les mouvements de compassion, de sagesse, de compréhension, mais on sait aussi faire le diagnostic de notre esprit. Et ça, c'est beaucoup plus précis que ce qui pourrait venir à travers la parole auprès d'un psy, par exemple, si on n'est pas en contact avec son monde intérieur. Parce qu'il y a toujours... moi, je discute, on a eu pas mal de dialogues avec des psychologues, et un des obstacles, c'est que la restitution de notre parole, elle est parfois imparfaite par rapport à ce qu'on vit. C'est imparfait. Le psychologue, il doit faire avec ça, mais justement, le but du psychologue, c'est d'aller derrière les mots pour essayer de capter au plus près le monde intérieur. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la technique de Shamatha. On vient vraiment entrer en contact avec le cœur du réacteur, avec vraiment la genèse de ce qui ensuite vient générer des paroles et des actions. Parce que les paroles et les actions ont toutes comme
point de départ, notre esprit, nos motivations, les mouvements de notre esprit, nos impulsions, etc. Oui? Et l'hypnose alors? Un psychologue qui utilise l'hypnose? Je peux pas, je connais trop peu pour être à même de... Je suis... ouais, non, je suis pas... Après, il y a l'auto-hypnose et il y a des choses qui ressemblent un peu à la méditation quand même, hein. Et peut-être que l'hypnose, c'est un moyen de rentrer beaucoup plus en contact avec... Mais je suis pas... Je peux pas en avoir... D'accord? Donc, essayons maintenant de voir dans la pratique comment est-ce qu'on peut essayer d'harmoniser cette pleine conscience et cette vigilance. Alors là, on va tricher un peu. On va faire beaucoup plus de rétro que de regarder la route devant soi. Maintenant, l'instruction, ça va être, vous restez un petit peu en contact avec le souffle, mais principalement, vous essayez de déterminer, de vous souvenir des pensées que vous venez d'avoir. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup qu'on oublie. Et d'ailleurs, c'est un moyen de déterminer si l'esprit est frais et dispo à la méditation. Si on a tout oublié, s'il n'y en a aucune qu'on arrive à percevoir, c'est que peut-être il faut faire une petite sieste. Et c'est un bon diagnostic aussi parce que quand on commence à avoir des images oniriques, c'est qu'on est aussi un petit peu en train de s'endormir. Si on est en train de parler, de penser le business, le boulot, ça c'est peut-être plus des pensées diurnes, des pensées de la journée. Si on commence à à voler dans le ciel avec Superman et puis avoir des trucs qui ressemblent un peu au rêve, c'est que l'esprit est en train peut-être de sombrer. Ok ? Posez-vous la question, est-ce que me souvenir brièvement des pensées que je viens d'avoir, ça nécessite que je perde complètement le souffle ? Et cette vigilance, il ne faut pas qu'elle soit trop raide, il ne faut pas essayer de tout percevoir, choisir seulement une pensée toutes les 30 secondes, ou à vous de choisir. Mais comme c'est un entraînement, il faut commencer là où on en est, étape par étape, avec bienveillance. Ok. Dites-moi, est-ce que vous observez le contenu de vos pensées un petit peu? Ou pas? Je constate un écran noir. Est-ce que c'est une pensée de constater qu'on est devant un écran noir? Oui. En fait, tu es en train de voir que tu visualises quelque chose de noir. Ouais. Oui. Qui d'autre? Oui. Moi, je
bienvenue au club. Le moindre petit bruit, les bruits au-dessus, Ouais. les bruits, ça me fait complètement... ça me déconcentre, quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même de rester concentré sur le souffle Alors, en même temps. ça, c'est une distinction hyper importante à faire dans la pratique de la concentration. C'est de savoir distinguer entre ces deux choses-là. Si on essaie de se dire la méditation, elle commence quand j'ai plus aucun mouvement de l'esprit, on va tendre considérablement l'esprit et on ne peut pas développer la concentration dans l'attention. Donc il faut travailler graduellement. Il faut accepter qu'on ait toutes sortes d'images, mais qui ne sont pas traitables maintenant. Notamment ce qu'on appelle les distractions subtiles, ces petits micro-mouvements et surgissements d'impulsion de l'esprit, et celles qui coexistent avec notre objet de méditation. Dans les 9 étapes qui conduisent au calme mental, c'est uniquement à l'étape 6, 7, 8 qu'il n'y aura plus du tout de ces micro-surgissements. Donc il ne faut pas s'y attendre à l'étape 1. À l'étape 1, 2, 3, le plus important, c'est les distractions grossières. Et de savoir faire la différence, ok, ben oui, là je ne perds pas l'objet, en fait, je suis toujours avec le souffle, mais j'ai plein d'images, je pense à plein de trucs, mais je suis toujours avec le souffle. Et ça vient établir la stabilité, parce qu'on n'est pas en train de vouloir quelque chose qui est impossible. Ça, on en parle trop peu dans la méditation, de cet aspect graduel, de comment on traite nos pensées. Parce que sinon, on est à la carabine, on attend chaque petit truc, ah, je suis distrait. Et puis on vient générer quelque chose de tendu qui, en plus, suscite encore plus de distraction. Donc, restons avec le souffle. Maintenant, revenons au souffle. Essayons de distinguer uniquement les distractions grossières. Et s'il n'y en a pas, de reconnaître, ok, je n'ai pas de distraction grossière. Ok. Alors ça, c'est vraiment un des points centraux de la pratique de shamatha. Donc c'est vrai que l'objet lui-même, le souffle, on ne vient plus essayer de l'analyser en disant inspiration, expiration, inspire, expire, je le sens là, je le sens là. On ne vient plus essayer de descendre dans les profondeurs du souffle en le différenciant. On a vu ça, c'était le premier jour, la différence entre l'analyse et la collection, entre ce que fait shamatha et ce que fait la méditation analytique. Analytique, elle vient essayer de comprendre en profondeur, par différenciation. Ça, c'est différent, l'inspire est différent de l'expire. C'est comme ça qu'on comprend les choses dans la vie de tous les jours. On les comprend les comparant les unes aux autres, en différenciant les éléments.
essayer de comprendre une voiture en faisant la différence entre un pneu et le moyeu, c'est en comprenant les composantes uniques des différentes parties d'un objet qu'on arrive à le comprendre. Mais la méditation de shamatha, de placement, par contre, c'est venir prendre de la distance et plus analyser le souffle. Il est là, de toute façon. Je viens plus essayer de plonger, parce que sinon je tombe dans un mode analytique, qui n'est plus du tout l'objet de la méditation de shamatha. Donc ça nécessite une forme de contentement sur le souffle comme il est. Faisons le test. Essayez de voir comment c'est dans votre esprit quand vous venez essayer de différencier l'inspire de l'expire, par exemple. Essayez de comprendre le souffle, essayez de plonger dans les arcanes du souffle. Essayez de savoir où vous le percevez, vous posez des questions. Ça, c'est l'analyse. Vous pouvez même nommer mentalement dans votre esprit inspire, expire, court, long, pour votre respiration quand elle est courte, quand elle est longue. Ça, c'est une forme d'analyse. Et maintenant, prenez un peu de distance, cessez d'analyser et observez juste le souffle à distance. Ok. Ça, c'est dans la méditation un point de bascule qu'on doit bien saisir. Parce que, ça c'est la dernière fois qu'on l'a vu, mais très souvent on fait des méditations sur le souffle qui sont en fait des méditations analytiques. Et on ne vient pas calmer l'esprit. Donc c'est important de savoir trouver l'interrupteur dans l'esprit entre analytique et non analytique. Et je vous ai posé la fois dernière, est-ce qu'une méditation de placement, il n'y a aucune analyse? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une analyse dans la méditation de placement? Alors, ça c'est une petite nuance, mais en fait, quand on atteint shamatha, il n'y a plus du tout d'analyse. Mais la vigilance, elle doit être analytique. La vigilance qui observe qu'est-ce que c'est, est-ce que je suis en train de m'endormir, est-ce qu'il faut que j'injecte un peu de clarté, est-ce qu'il faut que j'injecte un peu de détente, il faut que je me détende. Ça, c'est une forme d'analyse, mais ce n'est plus l'objet qu'on analyse, c'est l'environnement autour, c'est les pensées qu'on analyse. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse de se dire « Oh ben moi je suis avec le souffle », plus rien, plus d'analyse. Parce que si on n'a plus d'analyse, il n'y a plus de vigilance. Et s'il n'y a plus de vigilance, il n'y a pas la possibilité que l'esprit vienne se focaliser. Super important ça aussi. Oui? Une question sur le souffle. Ouais. En fait, si par exemple, j'ai vu que si j'intensifie légèrement le souffle, c'est plus facile de se concentrer dessus parce que je fais une espèce d'action dessus. Mais j'imagine que tu vas me dire que c'est pas en train d'agir sur l'objet et du coup, c'est une sorte de. Je suis plus dans le calme mental si je fais ça. Non, ça ne me dérange pas. Il faut rester complètement à l'extérieur et observer, mais sans surtout agir sur, comme un esprit qui observe quelque chose. Non, mais tu viens plus l'analyser le souffle, mais parfois, moi je remarque qu'il y a des moments où si je médite avec le souffle comme il est, je m'endors. Ah, d'accord. Donc il y a besoin qu'il soit un petit peu plus sonore. Comme si tu n'arrivais pas à méditer sur le souffle, tu ferais une méditation marcher, où cette fois c'est la sensation sous tes pieds que tu viens percevoir, parce que le souffle est trop subtil au moment où tu as envie de méditer. Par contre, tu arrives à méditer debout comme ça, parce que c'est beaucoup plus grossier, ça engage beaucoup plus de récepteurs nerveux peut-être.
Donc parce que ça engage plus de récepteurs nerveux, c'est beaucoup plus facile de se focaliser dessus. Si tu as le souffle qui est presque imperceptible, c'est beaucoup plus difficile à suivre que si tu entends ton souffle, parce que là, tu as les oreilles qui fonctionnent. Il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, il y a un moment où le souffle, il va devenir, il va être l'expression de notre esprit aussi. Donc il va vraiment se calmer. Mais ça, c'est un peu plus loin dans la pratique. Si ça t'aide d'avoir un souffle un petit peu plus manifeste au départ, c'est pas grave. Par contre, si tu comptes tes respirations, ça peut devenir une méditation analytique. Ça peut, je ne dis pas que ça l'est nécessairement, mais ça peut le devenir. Ok, on va essayer de revenir au souffle maintenant, encore. Et principalement, on reste sur le souffle. Et en périphérie, on vient essayer de percevoir le contenu de la sphère mentale, nos pensées, nos projections, nos commentaires, nos jugements. Qu'est-ce qui nous fait partir ? Ok. Donc on fait de petites sessions parce que vous allez voir ce que Lama Tsongkhapa dit de la durée des sessions, l'importance. Et donc ça a trouvé le rapport entre la pleine conscience qui observe le souffle et le niveau de vigilance, ça ne s'apprend pas vraiment. En ce sens, ça ne se communique pas vraiment. C'est quelque chose, dans une auto-école, on ne dit pas, il faut regarder les rétros toutes les 3 secondes et demie. C'est quelque chose qui vient de manière organique. Il y a des gens qui ont plus besoin de regarder, d'autres moins. Et la vigilance, c'est pareil. C'est les heures de vol qui vont vraiment vous permettre de déterminer quel emploi je fais de la vigilance et à quelle fréquence aussi. Le texte dit employer la vigilance ni trop peu, ni trop. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en même temps, on ne peut pas dire plus que ça. Parce que ça dépend des moments. Il y a des moments où il faut qu'on soit un peu plus vigilant quand on est un petit peu en train de s'endormir, par exemple. Et quand on est un peu stressé, la vigilance, peut-être, comme elle est un petit peu analytique, on a besoin de la diminuer un peu parce qu'on a peut-être plus besoin de mettre l'emphase sur la détente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de manière organique par l'expérience.
Donc on suit le texte de Lama Tsongkhapa, grand maître tibétain du XIVe siècle, qui a écrit le livre le plus complet sur la culture de shamatha dans le bouddhisme tibétain, je pense. Chez les Gelugpa, ça c'est sûr, mais pour le bouddhisme tibétain, je pense que c'est le cas aussi. Et il pose la question, enfin quelqu'un pose la question, quand on fixe son attention sur l'objet de méditation avec pleine conscience, est-ce qu'il y a une durée définitive pour les sessions ? De cette manière que je peux me dire, par exemple, je vais stabiliser mon esprit sur l'objet jusqu'à ce moment. Est-ce qu'il y a une durée de session pour faire la méditation ? Ça, c'est hyper important, hein. Déterminer combien de temps il faut méditer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi souvent c'est 45 minutes 45 minutes ? En vipassana. Ah, en Vipassana ? Ça, je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas de durée en fait. Alors, est-ce qu'il y a une durée ou est-ce qu'il n'y a pas de durée ? Non, il n'y a pas de durée. Non. Ben, il y a ni trop peu, ni trop. C'est vrai que ce que je viens de dire, en même temps, on peut tenter de dire ça. Mais, ok. Mais ça veut dire quoi, ni trop peu, ni trop ? Ça veut dire combien ? Ben, je pense que quand même stabiliser son esprit, ça demande un peu de temps minima. Donc peut-être 15-20 minutes, ça serait vraiment le minima du minima, parce qu'on manque de temps. Et puis je pense que 45, c'est que souvent, ça commence à sentir l'inconfort. Peut-être qu'il y a un stade à dépasser, hein, mais, et qu'on peut, peut-être, en persistant, mais bon, bien souvent, 45, c'est quand même un peu, je sais qu'il y a des endroits aussi, 1 heure. Une heure ? Ouais. On peut faire moins de 20 minutes, hein. On peut faire 5 minutes, 10 Voilà, minutes. 2 minutes. Ça dépend de la qualité de Ouais. l'attention qu'on a. Alors là, on a plutôt de ce côté de la pièce la moyenne haute. Non, non, je l'aurais dit. Non, mais... Non, j'ai dit minima 20 parce que. Est-ce que c'est important ? C'est C'est pas important. Si ou c'est pas important ? C'est la régularité qui est On importante. n'obtient rien sans un minimum d'effort, en fait. C'est tellement étranger à notre façon d'être. Ouais. Si je veux faire du feu, par exemple, comme ça, là, enfin, là sur le genou, ça va pas trop marcher, mais c'est comme ça, là. Non, mais la durée n'est pas du tout importante. Ah bah si. Petite, ça commence à fumer un peu, pof, je m'arrête. L'exemple que je prends souvent de la méditation, c'est comme si dans la réflexion on crée une étincelle, et la méditation, c'est l'incendie qu'on veut créer. On veut créer un incendie dans l'esprit. Ou l'autre exemple, c'est la sédimentation dans la mer, par exemple. Si on vient remuer l'eau, on ne peut pas s'attendre à ce que tout de suite on puisse voir le fond de l'océan. Quand un bateau vient de passer, par exemple, qu'il a fait du remous, qu'il y a plein de bulles, il y a un temps de retour à la normale. Et shamatha, c'est presque que ça, de venir calmer les perturbations pour finir par voir profondément à l'intérieur de nous. Donc est-ce que le temps est important ? Ça dépend si on débute ou pas. Ça fait beaucoup de ça dépend, ça, quand même. Hein. Moi, il me faut des règles un peu plus strictes. Hein. Non, je plaisante. 20 minutes d'un coup, c'est pas possible. Ok. S'entraîner de petit à petit. Il faut peut-être différencier quand on veut se familiariser, donc là c'est l'incendie qu'on veut créer, et après quand on veut retrouver cette sensation, si on est vraiment habitué, on peut la recréer rapidement, peut-être dans le sens de la vie, Ouais. se concentrer sur quelque chose et instantanément arriver à se calmer sur un sujet particulier qu'on a Oui. médité. Mais là, c'est peut-être plus de la méditation, c'est de venir retrouver cet objet dans une expérience subite. C'est pas la limite, ouais. Ouais. C'est pas- Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on s'attarde là-dessus ? Parce que là, Lama Tsongkhapa, il a quand même écrit 1 page et demie
sur la durée. Sur la durée. Sur la durée des sessions, oui. Il y a la durée et la régularité. Alors ça c'est un peu le même point. N'hésitez pas en ligne, hein, vous exprimez. Est-ce que c'est important? Il a écrit 1,5 pages sur combien de pages? 5000. Ah, c'est donc on s'est fait- Non, sur la pratique de shamatha, c'est ça. C'est à peu près, je dirais, moins de 100 pages. Ce qui reste quand même hyper condensé, hein. Si la pratique de shamatha en assise, est-ce qu'il ne peut pas aussi y avoir l'idée qu'on peut pratiquer shamatha dans d'autres moments de la vie quotidienne, quand soudain il y a un petit rappel Alors on peut complètement, hein, quand on est à un stop. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir faire 25 minutes à ce moment-là, mais un feu. Mais on peut méditer quand on est debout, quand on marche, on peut méditer quand on est allongé dans son lit. La méditation n'est pas du tout circonscrite à la position assise. Important ou pas important, Isabelle? Je ne sais pas si c'est important ou pas, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas. Enfin, j'ai du mal à imaginer qu'il y a un temps défini. Je pense que c'est un truc, quand on commence à courir, par exemple, au départ, on peut courir 2 minutes, 3 minutes, et puis après 5 minutes, puis après 15 minutes. Mais je pense pas qu'on puisse méditer comme ça une demi-heure, au début, s'asseoir sur un coussin et être concentré pendant une demi-heure. Enfin, moi, ça me paraît très compliqué, quoi. Donc, je crois que c'est une espèce d'exercice de familiariser son esprit avec, mais qui va de façon progressive. Donc, il n'y a pas je sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment important? Non, on s'en fiche. Enfin, ce qui est important, c'est d'être concentré, parce que si on reste une demi-heure ou 40 minutes assis en luttant contre la torpeur, vaut mieux rester 2 minutes super concentré. Ah oui? Tu penses? Ouais, je pense. Qui pense comme ça? Il faut mieux faire des petites sessions régulières et courtes que des longues sessions. Ah bon? Pas concentrées. Bon, ben on va faire une pause.